D'abord, je voudrais signaler encore, il y a une liste sur la table en sortant, il y a eu 7 livres publiés, tous alors maintenant du reste par la DIF sur les différentes conférences, et que plusieurs des sujets qui viennent d'être débattus à l'instant, il y a déjà des éléments, notamment sur le devoir de protéger, et sur le fait que c'est Hubert Védrine lui-même qui l'a dit, que ça avait été finalement un substitut à l'impasse des interventions en vertu du droit d'ingérence humanitaire. L'impasse du droit d'ingérence humanitaire avait amené la formulation du devoir de protéger entre Kofi Annan et une commission auquel Védrine avait participé. Bon, je vais surtout parler finalement des conséquences et des interrogations que posent les dénis du droit international qui ont été posés dans les interventions précédentes, et pas tellement du point de vue du droit, mais plutôt finalement du côté politique et géopolitique. Alors, Roland Weil avait dit dans le début de son intervention qu'il était à contre-courant. Je ne sais dans quel courant je m'engage, mais on le verra à la fin de la réunion. Paradoxalement, je crois que la non-intervention en Syrie, qui est jusqu'ici circonscrite à un appui financier et à la fourniture d'armes, et le renseignement militaire, et à l'intervention isolée de la France au Mali, démontre l'une et l'autre la quadrature du cercle que représentent aujourd'hui les politiques interventionnistes engagées depuis plus de 20 ans. Avant de rappeler quelles sont ces impasses et échecs, et d'en venir aux questions de la Syrie et du Mali, il est nécessaire de faire un rapide retour historique sur un des principes de la Charte des Nations Unies qui fonde le droit international. C'est le principe de non-ingérence. Dans le contexte de la guerre froide, le principe de non-ingérence a prévalu, non sans des entorses graves, et on peut rappeler la République dominicaine, Grenade, Panama pour les États-Unis, le Congo pour la Belgique, la République centrafricaine pour la France et d'autres interventions dans le cadre de la Centrafrique, le canal de Suez pour la France et le Royaume-Uni, la Hongrie et la Tchécoslovaquie pour l'Union soviétique. Personne ne conteste que ce principe peut servir, et qu'il a servi, à couvrir les pires exactions et à maintenir en place des dictatures. Ce fut la raison donnée au tournant des années 1990 pour que soit reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies, tout en réaffirmant la souveraineté des États, un droit d'ingérence humanitaire pour les victimes de catastrophes naturelles en situation d'urgence ou du même ordre. Hégémonie états-unienne, nouvel ordre mondial et fin de l'histoire au tournant des années 90, ce droit va être théorisé comme un droit d'ingérence militaire et ouvrir le champ à des interventions armées avec un mandat des Nations Unies sous couvert d'ingérence humanitaire puis de devoir de protéger, ou en évoquant des menaces pour la paix ou des actes d'agression. Quel est le bilan politique interventionniste de ces interventions depuis les années 90? C'est la question qu'il faut poser. Il faut d'abord préciser que toute intervention militaire est un échec de la politique de prévention des crises. Lors des conflits dans l'ex-Yougoslavie, au moment où le sujet était fort débattu, j'ai entendu dire que la prévention des crises n'avait pas d'avenir parce qu'elle ne rapporte rien. Si les interventions comme à Timor oriental sont considérées comme des succès, la liste des échecs des interventions est longue. Échec militaire en Afghanistan, avéré aujourd'hui avec les conséquences que l'on sait, présentes et à venir pour les populations, en particulier pour les femmes, et les risques de déstabilisation d'une région qui peut déboucher sur des conflits pouvant mettre en mouvement des dizaines de millions de gens. Si d'autres opérations furent proclamées comme des succès militaires, elles débouchent sur des situations de crise, de déchirement ou de guerre civile. À l'exemple de l'Irak, où il s'ensuit un délitement du pays, qui sombre dans l'engrenage d'actes terroristes, ou de la Libye, si l'extraction du pétrole va bien, merci, le pays se divise dans une spirale de conflits tribaux et il est devenu une zone de tous les trafics, dont la situation actuelle dans le Sahel est un effet collatéral, et le fait le plus récent venant le confirmer, étant l'infiltration depuis la Libye du groupe armé ayant occupé le complexe pétrolier d'In Amenas en Algérie. Aujourd'hui même, le ministère des Affaires étrangères a demandé aux Français de ne pas se rendre à Benghazi. Il y a aussi des opérations qui ont été impuissantes à empêcher un génocide quand elles ne l'ont pas couvert.
comme au Rwanda, ou dans la ville de Srebrenica, on sait qu'il y avait la possibilité d'une intervention hollandaise. Une zone de sécurité. Oui, et qui n'a pas eu lieu. Hein. À la demande de Médecins sans frontières qui a demandé d'intervenir, et les troupes de la Force-ONU qui étaient là à ce moment-là ont dit qu'elles ne pouvaient pas intervenir pour protéger les civils. D'autres interventions armées ayant tourné au fiasco, les populations ont été abandonnées à leur sort, comme en Somalie. Ailleurs, la guerre terminée, l'instabilité reste permanente et exige le maintien de forces internationales. C'est le cas en Bosnie et au Kosovo. Faut-il ajouter que les zones d'intervention sont devenues des zones de non-droit, où trafic humain, d'armes ou de drogue prospère. Seule la méthode Coué peut faire croire qu'il ne s'agit pas là d'un échec de plus de 20 ans de politique interventionniste, échec militaire et politique, mais également échec humain, les populations civiles étant aujourd'hui les principales victimes dans les guerres modernes. À l'échec militaire et politique et humain s'ajoute un échec idéologique et un échec psychologique. Échec idéologique, ainsi en est-il pour l'objectif proclamé d'instaurer la démocratie. Pour justifier les interventions, instaurer la démocratie a été un slogan galvaudé et même mensonger, l'établissement de la démocratie étant souvent confondu avec l'imposition des règles de l'économie de marché ou l'objectif de s'assurer le contrôle de ressources minières ou énergétiques. Force est de constater, s'il y a des pays aujourd'hui où la démocratie chemine, difficilement mais chemine, c'est le fait de mouvements populaires et non à la suite d'une intervention armée. Échec psychologique. Une donnée importante des guerres modernes, l'action psychologique, dont l'objectif est de rechercher l'adhésion des populations. La plupart des interventions militaires engagées après 1990 ayant été le fait des puissances occidentales, cela a donné à celles-ci un caractère de retour à la politique de la canonnière et au temps des conquêtes coloniales. De plus, dans des guerres asymétriques, le recours à la guerre moderne absolue dans toute son énergie écrasante, telle que la définissait déjà Clausewitz, a pour effet d'exacerber à l'échelle de continents les sentiments de discrimination, de frustration, d'humiliation, qui sont le terreau des extrémismes que l'on veut combattre et une source de recrutement pour le terrorisme. Posons abruptement la question. Les puissances occidentales, puisque les politiques interventionnistes ont été principalement de leur fait, sont-elles aujourd'hui plus fortes qu'il y a 20 ans? Le constat est sans appel, non. Il est un domaine où les puissances atlantiques restent incontestablement dominantes, c'est celui de la puissance de frappe, de la sophistication des moyens militaires, mais les États-Unis ont perdu leur rôle hégémonique, et l'Europe, confrontée aux puissances émergentes, se trouve affaiblie politiquement et économiquement. La raison demande donc de changer de logiciel, de mener une autre politique et de faire prévaloir des relations internationales fondées sur le multilatéralisme et un droit international renforcé et respecté. Ce constat fait, abordons plus précisément le cas de la Syrie et du Mali. Dans le cas de la Syrie, jusqu'ici, les principales puissances apportent un fort appui politique, logistique et financier à l'opposition au régime d'Al-Assad. Mais elles ne se sont pas engagées militairement. À cela, plusieurs raisons. D'abord, les enjeux régionaux. Le Moyen-Orient est l'épicentre des tensions dans le monde et les risques de propagation de conflits sont réels. La guerre d'Afghanistan et la crise économique et financière pèsent sur les budgets des armées et les capacités militaires du régime syrien sont sans commune mesure avec celles de Kadhafi. Se pose également la question de l'hétérogénéité politique et des ambiguïtés idéologiques des forces qui composent l'opposition à El-Assad, ambiguïté qui se retrouve dans la coalition des États alliés contre le régime de Damas, si l'on pense à l'Arabie saoudite ou au Qatar, ambiguïté sur laquelle on reviendra. Autre facteur, l'opposition à une intervention de la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, pour qui la Syrie revêt certes une importance géostratégique, mais qui peut évoquer le non-respect de la résolution 1973 en Libye par l'OTAN, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, le cadre fixé à cette intervention ayant sans conteste été outrepassé. La Chine également, membre du Conseil de sécurité, mais aussi l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud,
et d'autres États au sein de l'ONU sont opposés ou très réticents à une intervention en Syrie en se référant au principe de non-ingérence. Échec passé, rapport de force globaux présents, la Syrie est la quadrature du cercle pour les politiques interventionnistes. Et les populations syriennes payent très cher l'impasse de ces politiques. Leur situation dramatique, comme en d'autres lieux, pose une question essentielle, celle du soutien et de la solidarité, hors toute ingérence étatique, à apporter aux luttes des peuples pour se libérer des pouvoirs despotiques. Une solidarité qui, ne nous le cachons pas, fait défaut, sauf à relever le défi d'un droit d'ingérence citoyenne, aujourd'hui en berne. Le cas du Mali relève d'une toute autre configuration, mais non moins préoccupante. L'intervention militaire de la France a été décidée dans l'urgence, à la demande d'un gouvernement sans pouvoir, ni armée, et d'un État en liquéfaction. Cette intervention pose des questions en amont, et plus encore dans son déroulement à venir. En amont, sur la soumission et la corruption des dirigeants maliens, sur les responsabilités des politiques néocoloniales depuis l'indépendance, et sur les conséquences des plans d'ajustement du FMI. Mais aussi plus proche, dans le temps, depuis plusieurs semaines, il est annoncé pour le printemps 2013, avant d'être porté à l'automne 2013, une intervention militaire de la CEDEAO, avec un appui logistique de la France et d'autres pays. Imagine-t-on que les groupes armés fondamentalistes, al-qaïdistes, salafistes ou salafistes, allaient attendre passivement cette intervention? Évidemment non. Ils ont fait mouvement avec 1200 ou 2000 hommes vers Bamako, l'armée malienne désintégrée et les troupes de la CEDEAO encore inexistantes. Le président malien par intérim a fait appel en catastrophe à la France pour que le pays ne tombe pas entièrement sous la coupe des groupes armés. Ce qui explique les raisons de la solitude de la France initiale dans cette intervention. Pourquoi le gouvernement français a-t-il dû assumer seul la décision d'intervenir? Raison historique, le Mali et la région sont considérés comme son précaré. C'est ainsi que ses alliés entendent son engagement. Pour eux, même si Paris s'en défend, l'intervention s'inscrit dans la continuité de la politique de défense des intérêts géostratégiques et économiques de la France. Mais il n'est qu'une autre raison, qui est l'application de la nouvelle doctrine d'Obama et du Pentagone, d'intervention à la carte des pays membres de l'OTAN, selon les intérêts de chacun dans les différentes régions. Les États-Unis se projetant sur la partie extrême orientale actuellement essentiellement et sur le Moyen-Orient, et se dégageant de la question européenne et dans certaines régions de l'Afrique. Engagée dans la précipitation en raison de l'avancée des groupes armés, l'intervention a été déclenchée stricto sensu en dehors du cadre des résolutions de l'ONU, la France ne devant jouer qu'un rôle de force d'appoint logistique et par la formation de contingents africains. Conséquence de cet enchaînement, la France a reçu jusqu'ici un soutien dérisoire des pays de l'Union européenne, essentiellement la mise à sa disposition de quelques avions, je crois qu'il y a 7 avions qui ont été mis à sa disposition, de transport, une déclaration de principe de l'OTAN et une approbation du Conseil de sécurité. Cette situation peut évoluer, mais telle est la ligne de départ. Les opérations engagées, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'une démonstration de force éclair pour changer de marionnette ou de satrape, mais d'une intervention pour s'assurer le contrôle d'un pays. Le Mali, dont la superficie est presque le double de celle de la France, et dont les 3/4 du territoire étaient sous contrôle de groupes armés. Qu'il s'agit d'une intervention au niveau d'un sous-continent, le Sahel, un territoire qui s'étend de l'Atlantique à la mer Rouge, sur une distance d'environ 5500 km, et sur une largeur de 500 à 700 km, ce qui représente une superficie égale à celle de l'Inde. Que les 5 principaux pays qui appartiennent au Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Soudan, connaissent une profonde instabilité politique, des conflits ouverts et qu'ils sont confrontés à des groupes fondamentalistes déterminés. Il s'agit donc d'une opération sur un immense territoire, de plus aux frontières très perméables, contre des groupes intégristes divergents, mais unis contre ceux qui les combattent. Il s'agit au Mali d'Ansardine, mouvement Touareg inspiré par le salafisme radical, le Moudjahou, groupe armé qui applique rigoureusement la charia, l'un et l'autre ayant des Maliens parmi leurs chefs,
et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui a ses origines dans le GIA algérien. Un autre groupe, la Katiba des Moula Tamin, est l'auteur de la prise d'otages sur le site pétrolier d'In Amenas. Si ces groupes et mouvements ne sont pas une armée constituée, ils savent se battre. Ils sont bien armés. Ils disposent de très importants stocks d'armes acheminées de Libye à la suite d'interventions franco-anglaises et de l'OTAN. Ils sont prêts à mourir et ils ont recours à la guerre de guérilla, qui du Vietnam à l'Afghanistan a démontré son efficacité. Comme le relatait Salus il y a 2150 ans, dans la guerre de Yugurta, harcèlement, guerre d'usure, absence de ligne de front, connaissance du terrain, insertion dans la population, la guérilla reste un piège absolu pour des armées d'occupation, si puissantes soient-elles. Ainsi, si en Syrie, c'est l'engagement des opérations qui est la quadrature du cercle, au Mali, la quadrature du cercle est de mener à son terme une opération qui ne se limite pas au Mali, ni même au Sahel, mais à ses ramifications en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Au-delà de l'enjeu spatial, le Mali introduit une nouvelle donne par rapport aux interventions précédentes que je qualifierais de doctrinales, sur laquelle il est fait montre d'une très grande discrétion. On ne peut douter de la conviction, du fanatisme qui anime les groupes fondamentalistes au Mali comme ailleurs. Ces mouvements sont certes fragmentés, mais la doctrine à laquelle ils se réfèrent leur est commune. Doctrine dont les origines ne sont pas au Mali, ni au Sahel, ni même en Afrique, où jusqu'ici prédomine un islam tolérant qui ne doit à aucun moment être confondu avec ses dérives fondamentalistes. Les sources de l'influence idéologique, politique et religieuse de ces groupes sont l'Arabie saoudite et le Qatar, État de rite wahhabite et salafiste. J'en reviens en l'ambiguïté déjà relevée. Ces États sont les alliés les plus proches des Occidentaux dans la région. La question devient géopolitique. Il ne s'agit pas de prétendre que tous les groupes armés intégristes au Mali et dans le Sahel sont les instruments de l'Arabie saoudite ou du Qatar. Cependant, si certains de ces groupes sont en rupture radicale avec Riyad ou Doha, à l'exemple d'Al-Qaïda, d'autres, qui sont tout autant coupeurs de main et preneurs d'otages, sont depuis des décennies activement soutenus financièrement et même en armes par l'Arabie saoudite et le Qatar, ce qui n'est pas sans soulever, en Syrie d'ailleurs, des réserves états-uniennes et européennes. Vouloir, comme les trois singes, être sourds, aveugles et muets sur les liens entre certains groupes armés et les puissances fondamentalistes, porteuses de l'idéologie wahhabite et salafiste, et faire preuve de beaucoup d'inconscience. Le cacher aux opinions publiques, quand dans les déclarations officielles on évite soigneusement d'utiliser les termes de salafiste ou de fondamentaliste pour ne pas heurter certains alliés, ou quand on ne montre pas la même détermination à combattre les différents groupes armés, l'ambiguïté devient difficilement acceptable. Dénoncer l'impasse des politiques interventionnistes n'autorise pas à cacher les menaces que représente la galaxie des groupes fondamentalistes qui agissent pour les populations de ce pays, en Afrique du Nord, dans le Sahel, en Afrique noire, au Proche et Moyen-Orient et dans le sud-est asiatique. Si le fondamentalisme wahhabite ou son frère jumeau, le fondamentalisme salafiste, ne doivent pas être assimilés à l'islam, toutes les religions connaissent leurs dérives dogmatiques. Cette lutte peut-elle être efficacement menée en ayant comme allié proche le centre de ces idéologies, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, d'abord, le Qatar ensuite. Et si l'Arabie saoudite et le Qatar ont participé à l'intervention en Libye, s'ils sont activement engagés contre le régime syrien, on doit s'interroger quand le soutien d'ONG qatari aux salafistes dans le Nord-Mali est avéré. Les renseignements militaires français reconnaissent qu'il a plus que des soupçons que le groupement de Sardine et Moudjahou en ait bénéficié. On ne peut ignorer que les gouvernements qataris, tunisiens et égyptiens, dont on connaît la majorité actuelle, s'opposent à cette intervention. Adoptant une même position, l'Union internationale des oulémas musulmans, proches des frères musulmans, eux-mêmes proches des wahhabites, est contre l'intervention militaire au Mali et ses conséquences dangereuses pour les populations, ce qui est vrai, mais les motifs de leur opposition à l'intervention, comme ceux de Tariq Ramadan, relèvent d'un refus de combattre le fondamentalisme, ce qui représente une divergence de fond, divergence idéologique et politique qui touche aux droits humains. Je m'autorise un parallèle qui peut être jugé comme audacieux. La guerre antifasciste a été menée par une coalition comprenant des États antagonistes, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique. Mais ces États avaient la même adversité contre le nazisme et le fascisme. Si l'économie de marché unit le triptyque États-Unis,
Europe, Arabie Saoudite et Qatar, ils ne se retrouvent pas dans la même adversité contre les groupes armés fondamentalistes. Sur le front des luttes des peuples pour la démocratie, on ne peut pas non plus ignorer que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont aujourd'hui très actifs dans la contre-réaction au mouvement des peuples arabes soulevés contre leurs despotes et pour gagner des espaces démocratiques, que ce soit en Tunisie, en Égypte, à Bahreïn, au Yémen et ailleurs. Ayant souligné la nature et les impasses des politiques interventionnistes, puis la nécessité de définir l'adversaire en assimilant à aucun moment l'islam à ses formes intégristes, quelle réponse donner à l'angoisse et aux souffrances des populations subissant les maux de la dictature, du fanatisme et de la guerre? Il est légitime que les populations confrontées à ces violences se soulèvent pour s'en libérer. Mais il n'y a pas de guerre propre sans abomination, ni de révolution sans sacrifice. Et la paix perpétuelle kantienne ne se profile pas à l'horizon. Il faut donc mettre les mains dans le cambouis. Comme il ne s'agit pas de se concilier avec les politiques interventionnistes, les rapports colonisateurs-colonisés qu'elles perpétuent, l'hégémonie de l'économie néolibérale qu'elles veulent imposer, l'inéluctable engrenage dans toute guerre aux atteintes aux droits humains, on ne peut se concilier avec les groupes armés fondamentalistes, ni avec ceux qui les appuient idéologiquement, politiquement et financièrement. Nous ne sommes qu'au début de cette intervention, mais dès maintenant, il s'agit d'intégrer ces fleuves. En intervenant au Mali, la France s'est prise dans un double piège. Par ses alliés eux-mêmes, elle est accusée d'un côté de défendre le Mali pour ses intérêts propres et dénoncée par d'autres d'atteinte aux droits des Arabes et Touaregs en bombardant le Nord Mali. Nouvelle impasse des politiques interventionnistes, le Mali permettra-t-il, obligera-t-il que s'élabore une politique d'autres relations internationales? Combattre le fondamentalisme comme combattre une dictature n'est pas seulement une question militaire, elle est d'abord politique, économique et sociale. Une autre politique, c'est s'investir dans la prévention des crises, c'est faire prévaloir le multilatéralisme, c'est rompre avec l'unilatéralisme qui a prévalu jusqu'ici, c'est une démarche obstinée pour affirmer le droit international et les droits humains. Dans le monde tel qu'il est, seule l'ONU peut remplir cette fonction, car elle est la seule institution universelle fondée sur les principes du multilatéralisme. Faudrait-il pour cela qu'elle ne soit pas instrumentalisée par les grandes puissances, qu'elle dispose pleinement de ses prérogatives, que ses interventions ne soient pas déléguées à d'autres organismes ou coalitions militaires, qu'elle soit dotée des moyens requis pour résoudre les crises et établir la paix. Le changement de rapport de force est un préalable absolu. Est-ce une utopie? Plus prosaïquement, je crois, un choix entre raison et barbarie.